Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire partenaire organisé par Euler, sous l'égide bien sûr des assises des délais de paiement, sur un thème qui est ô combien d'actualité, l'essor du e-commerce B2B en France et les enjeux pour les e-commerçants. Nous avons le plaisir de recevoir pour traiter ce thème d'abord Céline Ozur, qui est senior économiste de l'Air pour la France et l'Afrique. Et puis, Michael Dessart, chef de projet partenariat et développement digital. Je rappelle que vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation. N'hésitez pas à le faire. Nous vous répondrons en fin de présentation. Alors, Céline, pouvez-vous nous faire un état des lieux sur la reprise économique et ses conséquences? Bien sûr, tout le monde, je vous souhaite une bonne matinée. Merci d'être là avec nous ce matin, dans cette matinée à 11 heures. Et merci Jérôme d'organiser, d'animer cet événement. Dans notre rendez-vous d'avant, nous parlions beaucoup de la reprise, mais nous avions beaucoup d'incertitudes aussi sur ce que voudrait dire le variant Delta et puis tous ces goulots d'étranglement qui est en train de paralyser, d'handicaper plusieurs secteurs. Maintenant, nous avons un peu plus de clarté sur ces phénomènes. C'est pas que de bonnes nouvelles, hein, mais la bonne nouvelle, c'est que le variant Delta, comme nous avions pensé, n'a pas eu des effets très, très sévères sur la reprise de l'activité. Et ce, bien sûr, grâce à l'accélération des vaccinations en France et aussi dans les autres pays développés. Mais de l'autre côté, les pays émergents, c'est une autre histoire, surtout quand vous allez vers l'Amérique latine, l'Afrique, les taux de vaccination sont beaucoup plus faibles. Donc, ces géographies sont toujours très, très vulnérables aux nouveaux variants du virus. Donc, lorsque nous regardons nos chiffres de croissance mondiale, tout va bien. En fait, au niveau mondial, nous misons sur une reprise de 5,5% cette année et 4,2% l'année prochaine. En ce qui concerne l'Europe, nous sommes autour d'une reprise de 5% cette année et 4,2% l'année prochaine. Et dans l'Europe, la France, la cadence de la reprise est assez bonne. Nous sommes autour de 6% d'après Bercy, d'après l'INSEE. Notre prévision à nous, c'est 5,6% pour cette année. Et la raison pour ce qui explique ceci, que nous soyons un peu plus conservateurs, c'est les perspectives de l'investissement qui sont un peu plus, si vous voulez, conservatrices par rapport aux deux autres institutions. Sinon, la consommation repart un peu moins qu'on aurait aimé, malheureusement, mais voilà, la reprise suit son cours, comme nous avions entendu. Et l'année prochaine, nous misons sur une reprise de 3,4%. Nous allons voir. Mais voilà, notre scénario de base a été confirmé. Le variant Delta n'a pas paralysé la France. Et puis, nous parlions beaucoup de ce pent-up demand en anglais, cette consommation de revanche, qui en effet se passe pour les services, mais en revanche, les résultats sont un peu plus décevants pour la consommation des biens fabriqués. Et il y aurait un effet de substitution finalement en France. Nous consommons beaucoup plus de services, mais en revanche, ça se fait au détriment de la consommation de biens, ce qui explique voilà, notre position un peu plus modeste pour la croissance de cette année. Maintenant, la grande question, avant c'était les pénuries, qu'est-ce que ça va donner, tout ça. Maintenant, nous voyons bien l'impact de ces pénuries sur les prix. Donc, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe avec les prix. Est-ce que c'est transitoire l'inflation? Est-ce que ça va durer? Les derniers chiffres montrent qu'en France, nous avons, en mois de septembre, nous avons une inflation de 2,7% aux normes de la BCE. Sinon, notre indice de prix, c'est 2,1%, l'indice de prix de consommation. Mais tout ça pour vous dire, l'inflation continue d'augmenter d'un mois sur l'autre depuis presque la fin de l'année dernière. Mais la grande coupable, si vous voulez, la grande partie de cette inflation s'explique par les prix de l'énergie qui sont en train de flamber. Mais pour contrer à ça, surtout à l'approche des élections, nous entendons les annonces du gouvernement déjà mettre un cap à l'augmentation du prix de l'électricité et de gaz.
Et avant-hier aussi, le gouvernement parlait de même aider les ménages pour l'augmentation du prix de pétrole. Nous allons voir, bien sûr, cette augmentation des prix d'énergie handicape pas mal de secteurs qui dépendent fortement sur la consommation énergétique. Ben là, je pense à l'alimentation, papier, le secteur de chimie, acier, le raffinage, tout ce qui est lié aux énergies. Et la mauvaise nouvelle, nous pensons que ces tensions vont durer, étant donné que nous approchons d'une période hivernale qui va mettre encore plus de pression sur la consommation d'énergie. Et de l'autre côté, les goulets d'étranglement que nous voyons sur le commerce extérieur risquent de perdurer au moins jusqu'à la moitié de l'année prochaine. Parce que quand vous regardez les niveaux de stock, nous sommes, je vais vous montrer dans le slide d'après pour la France, nous ne sommes pas à des niveaux confortables de stockage qui permettraient de fonctionner normalement. Et si vous avez vu les données sur l'Allemagne, sur la production industrielle, la situation est assez grave. Il y a un recul assez important de production industrielle, tout simplement, à cause de ce problème d'accès aux intrants. Donc ça, c'est malheureusement la mauvaise nouvelle de la reprise. La reprise risque de se faire avec des fortes pressions sur les prix, bien sûr, qui grattent les marges des entreprises qui n'ont pas toujours le pouvoir de passer cette augmentation de coût des intrants sur les prix de consommation finaux. Dans le slide d'après, je vous montre un peu la conjoncture, ce qui s'est passé. Ben, nous avons eu un peu peur, à être honnête, au niveau des ménages, de confiance au mois de juillet, parce que la confiance des ménages a chuté en dessous de son niveau de moyenne. Ça a chuté à 99. Et si voilà, vous n'êtes pas au-dessus de 100, ben, la confiance ne va pas bien. Ça n'indique pas une expansion de l'économie. Et en parallèle aussi, la consommation des ménages, des biens avait chuté en juillet de moins 2,8%, ce qui était aussi assez inquiétant et inattendu, ben, compte tenu qu'on était en plus en période de solde. Donc, les choses s'arrangent un peu mieux en août. Donc, la confiance a augmenté légèrement au niveau des ménages. Donc, nous pensons que c'était finalement une variable delta, passe sanitaire. Les consommateurs ne savaient pas trop jusqu'où les choses pouvaient empirer, mais là, le pire est derrière nous, on dirait. Et pour la consommation, au mois d'août, il y a eu une augmentation de 1%, ce qui est bien sûr en dessous de nos attentes, mais ça montre qu'il y a eu un trou d'air, mais la reprise est en cours, et ce qui est assez rassurant. Et à droite, je vous montre le solde d'opinion des industriels. Les données vont jusqu'à septembre. Je sais, c'est difficile de lire avec autant de traits, de couleurs, mais je vais vous raconter l'histoire. Il y a trois choses qui ressortent de ces données. Tout d'abord, depuis le mois d'août, les commandes s'étaient normalisées. Il y avait bien sûr ce rebond euphorie de l'ouverture. Maintenant, il y a un petit déclin qui commence au niveau des commandes, les new orders, les nouvelles commandes, mais surtout à l'exportation. Donc, peut-être que les choses se normalisent en ce moment. Ensuite, vous avez les prix élevés qui ne font que grimper, c'est la ligne grise. Et vous avez les effectifs qui augmentent très, très fortement à cause de ces histoires de pénurie de main-d'œuvre, mais aussi avec le chômage partiel, avec toute la main-d'œuvre qui est un peu mise de côté. Mais donc, il y a de fortes pressions, surtout quand je pense au secteur de construction, secteur associé, il y a une forte pression sur la main-d'œuvre pour embaucher. Et nous allons voir ce que ça voudra dire aussi sur les salaires, sur le boucle prix-salaire. Pour l'instant, le discours des banques centrales et un autre discours, c'est de dire il n'y a pas de signe, l'INSEE aussi a publié hier, il n'y a pas de signe qui montrerait qu'il y aura
augmentation des salaires au niveau généralisé, qui voudrait dire que l'inflation se pérennise en fait. L'inflation augmente, pas seulement de manière temporaire, mais de manière beaucoup plus durable si les salaires commencent à être affectés. Et l'autre histoire qui ressort, c'est la ligne orange. Vous voyez que les stocks sont en train de diminuer depuis la fin de l'année dernière et il n'y a pas de reconstitution de stock. Et ce qui suggère cette forte demande sur les intrants qui crée des goulets d'étranglement va continuer parce que les entreprises auront besoin de reconstituer les stocks, surtout avec cette crise Covid. Nous avons bien compris que la façon de fonctionner juste à temps, surtout sur le secteur automobile et plein de secteurs manufacturiers, n'était pas très tenable. Donc, il faut reconstituer des stocks. Tout ça pour vous dire, les tensions sur les intrants risquent de durer jusqu'à la moitié de l'année prochaine et ce qui sera la même chose pour les prix de l'énergie, mais aussi les prix des biens finis. Je passe à la slide suivante pour parler de... On peut revenir à la conjoncture si vous avez des questions. Là, je vais vous parler plus e-commerce. La pandémie, bien sûr, a donné un coup d'accélérateur au développement du e-commerce dans le monde, tout en même temps que le télétravail. Et ce sont des changements, d'après nous, qui vont rester pour toujours, qui vont vraiment façonner notre fonctionnement dans les années à venir. Et dans le graphe de gauche que je vous montre, vous avez en bleu les ventes en détail. Mais vous voyez, il y a eu un creux, après les choses se sont stabilisées. En orange, vous avez la part de e-commerce dans l'Union européenne. Bien sûr, il y a eu effet de substitution au départ à cause des magasins fermés. Donc, il y a eu une première phase, il y a eu une très forte montée. Ensuite, il y a la pénétration qui a augmenté parce qu'on a refermé l'économie vers la fin de l'année dernière, ce qui a fait que les nouvelles habitudes se sont consolidées. Et actuellement, nous sommes en phase de normalisation vers un sentier de croissance très forte de vente en e-commerce. Et pour vous donner des chiffres, actuellement au niveau de l'Union européenne, la pénétration de e-commerce, la part de e-commerce dans le commerce de détail total est autour de 14,5% cette année et nous pensons que cette tendance à la hausse va continuer pour que la part aille jusqu'à 16% en 2025. Au niveau des pays, bien sûr, rien de surprenant. Nous avons un effet de rattrapage fort dans les pays comme Espagne, Italie, qui auparavant n'utilisaient pas beaucoup le e-commerce, mais il n'y a pas eu le choix avec Covid. Covid a donné un coup d'accélérateur. Dans mes slides d'après, je vais vous parler un peu des tendances générales de B2B, mais bien sûr, c'est Michael qui va vous donner plus d'informations là-dessus et surtout, il va développer les solutions que nous offrons en tant qu'assureur dans ce domaine. En France, le B2B, ce n'est pas une histoire de Covid, hein, vous allez voir le graphe de gauche. Le B2B était en pleine croissance déjà en 2017 et 2018. Donc bien avant Covid. Voilà, et cette tendance va continuer dans les années à venir. Après, vous allez voir, en 2020, cette accélération était un peu moins forte. Et ça explique aussi la nature cyclique de B2B entre entreprises. En fait, c'est bien lié à la croissance, au volume des affaires, de transactions, tout ça. Donc, mais encore 11%, c'est un taux assez élevé, 11% de croissance de B2B en 2020 pour une année où nous avons perdu 8% de PIB en France. C'est assez élevé, encourageant. Et ça s'explique aussi par cet effet de substitution, comme les secteurs comme l'agriculture, construction, même les administrations publiques se sont dirigées vers B2B pour assurer la continuité de leur business. Et certains, ils sont allés pour la première fois sur ces plateformes et nous pensons qu'ils vont y rester. Donc, c'est un changement durable d'habitude des consommateurs. Juste pour vous donner un chiffre aussi sur la France, en France, la pénétration B2B, c'est de 19%.
dans le e-commerce. Et nous sommes beaucoup mieux placés que, par exemple, le Royaume-Uni, c'est 15%, et l'Allemagne, c'est 13%. Donc en France, déjà, c'est un marché assez développé. Et Michael va en parler aussi, c'est marketplace, comme les acteurs comme eBay gagnent de plus en plus de place dans tous les secteurs dans le marché B2B. Je vais vous parler très rapidement, 2 minutes, c'est ma dernière slide. Dans le slide d'après, où on en est sur les délais de paiement. Nous avons publié une étude sur les BFR, besoin de fonds de roulement, et nous pensons que les besoins de fonds de roulement vont augmenter de 4 jours en moyenne en 2021. Ceci n'est pas quelque chose de très nouveau. Vous voyez dans les graphes aussi en 2011, c'était à peu près la même chose, en fait, à la sortie des crises. Les BFR augmentent, mais cette fois-ci, cette augmentation est encore plus prononcée. Et ça, principale raison pour cela, comme je viens de dire, c'est le besoin de reconstituer des stocks. C'est ça qui va augmenter le besoin de financement des entreprises dans le monde et aussi dans les pays avancés comme européens. Ce sera aussi le retrait des aides de l'État qui va créer aussi plus de besoins de financement. Et si nous parlons de délai de paiement des DSO, nous pensons qu'il y aura une stabilisation, si vous voulez, ou une légère augmentation qui est assez commun dans les périodes de reprise économique parce qu'il y a un relâchement de discipline au niveau de délai de paiement pour récupérer voilà, les paiements. Et aussi, il faut le dire, nous ne sommes pas dans un environnement à fort risque de crédit. Les défaillances continuent de diminuer en 2021, déjà après une année 2020 où il y avait une forte diminution. Et les situations de trésorerie sont confortables, surtout voilà, en France. Et ce qui, voilà, toutes ces conditions font qu'il n'y aura pas beaucoup de discipline de paiement, recherche d'anxiété. Donc, nous pensons que les DSO vont augmenter légèrement ou stabiliser à ces niveaux-là. Et à droite, je vous montre une étude plus structurelle. Nous avons regardé au cours de 10 dernières années, donc ça va jusqu'à 2020, quels secteurs ont vu les délais de paiement augmenter le plus. Et il en ressort le secteur d'automobile et aéronautique au sens large. Mais bien sûr, ce sont des secteurs qui étaient déjà en difficulté. Mais aussi dans le secteur auto, il y a eu un changement de comportement avec le développement de la vente à crédit qui a fait voilà, allonger encore plus les délais de paiement. Aérospatial, le secteur aérospatial est en pleine difficulté. Le secteur au mieux va retrouver ses niveaux d'avant-crise en 2023. Donc, dans ce contexte, nous pensons que les délais de paiement vont se stabiliser à ces niveaux élevés dans le secteur automobile et aéronautique, mais en même temps, nous n'attendons pas une augmentation beaucoup plus forte que ça, étant donné qu'il y a déjà la discipline de paiement y est. Nous savons que les clients sont fragilisés, donc il n'y aura pas une forte détérioration au-delà de ce que nous avons constaté déjà en 2020. Merci beaucoup. Jérôme, je m'arrête là. Si vous avez des questions, merci Céline. Merci beaucoup Céline. Donc, Michael, quels sont les enjeux pour les e-commerçants? C'est la première question. Et puis après, on se dira, mais quelle est l'offre de l'ère dans ce domaine? Bonjour à tous. Merci Jérôme, merci Céline. Pour les e-commerçants, ils sont multiples et notamment B2B, on va le voir. Tout d'abord, il faut prendre juste un petit peu de recul peut-être sur le e-commerce et notamment le e-commerce en France, évidemment. Le e-commerce, c'est quelque chose qui est pas nouveau, hein, notamment en B2C. Il a émergé et grandi avec l'arrivée de la bulle Internet. Donc, ça fait quand même, on va dire, aujourd'hui un peu plus d'une vingtaine d'années qu'on le voit et qu'on le connaît bien en B2C. On a d'ailleurs développé nous-mêmes, on va dire, des comportements d'achat en tant qu'acheteurs particuliers consommateurs qui sont aujourd'hui devenus des standards dans l'achat en ligne et qui, on va voir, se transposent finalement en B2B quand, en tant qu'acheteur entreprise, je viens pour finalement acheter voilà, de manière différente pour le compte de mon entreprise.
Le e-commerce B2B, il est arrivé plus tard que le e-commerce B2C. Généralement, on suit toujours un peu la tendance du B2C dans ces moments-là. Il est arrivé plus tard, ça fait à peu près 10 ans qu'on voit aujourd'hui le e-commerce B2B vraiment prendre de l'essor. Les chiffres que vous a présentés, Céline, le montrent, hein, la croissance du e-commerce sur ces dernières années le prouve, ça augmente d'année en année et ça croît. Et des graphiques que vous avez ci-dessous dans ce slide montrent que la part du e-commerce B2B prend de plus en plus de place finalement dans l'e-commerce au global. C'est-à-dire que finalement, le e-commerce B2B commence, et alors il est déjà, on va le voir, plus important que le e-commerce B2C en montant, ce qui est déjà un indicateur assez intéressant, mais en termes de volume, il commence aussi à prendre de plus en plus de place. Aujourd'hui, entre 2018 et 2019, et les choses n'ont fait qu'accélérer évidemment ces dernières années, comme l'a exprimé aussi Céline au travers de la crise Covid, donc on connaît bien. Entre 2018 et 2019, c'est 36% de marchands supplémentaires, d'augmentation de nombre de marchands en B2B. Et c'est aussi 10% de marchands qui font du B2B et du B2C. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des marchands qui viennent du B2C, qui se mettent à vendre en B2B, puisque ce canal de distribution, finalement, intéresse des acheteurs entreprises. Souvent, on va le voir, des petites entreprises, hein, c'est des petits commerçants, c'est des artisans qui viennent se fournir, finalement, au travers de la vente en ligne, chez leurs fournisseurs, et parfois des fournisseurs qui auparavant étaient uniquement B2C. Et enfin, évidemment, mécaniquement, la part des sites e-commerce B2C, elle, diminue en proportion puisque le B2B prend de plus en plus de place. On estime aujourd'hui, avec différentes données et dont celle de la FEVAD, que l'e-commerce B2B serait entre 2,5 et 4 fois supérieur en montant à l'e-commerce B2C. Donc, ça vous donne des ratios quand même qui sont assez impressionnants d'augmentation finalement des ventes en ligne en B2B quand on sait déjà qu'est-ce que c'est la part du B2C dans les achats en ligne et dans les comportements qu'on a pu voir évoluer ces dernières années. Alors, ça s'explique, hein, évidemment, le nombre de transactions en B2C reste beaucoup plus important, mais ce sont des paniers d'achat en B2B qui sont, eux, beaucoup plus élevés. Il faut voir que un panier d'achat, quand on achète en tant qu'acheteur pour son entreprise, il va être un peu plus de 30 fois supérieur à ce même panier d'achat que je vais avoir moi quand je vais acheter pour mon compte en tant que particulier. 60 € versus 1800 €, donc là, vous avez les chiffres ici. Donc, on est sur des beaucoup plus gros paniers d'achat, mais qui restent pour le B2B des petits paniers d'achat. Quand on achète en tant qu'entreprise via ses fournisseurs, on peut avoir des montants de commandes évidemment beaucoup plus élevés. On va le voir un peu plus loin. L'e-commerce B2B permet une nouvelle manière de commercer pour des fournisseurs, de commercer à beaucoup plus d'acheteurs sur des gros volumes de transactions, mais sur des petits paniers d'achat. Toujours évidemment pour le B2B. Si on passe sur le slide suivant, justement, on va voir comment tout ça a évolué, notamment en termes d'attente des e-commerçants et des acheteurs. Alors, les e-commerçants, ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est évidemment de pouvoir vendre leurs produits 24 heures sur 24, d'avoir finalement de la disponibilité, mais aussi d'étendre finalement leur zone de chalandise, c'est-à-dire de pouvoir toucher beaucoup plus loin, beaucoup plus largement des acheteurs qu'ils n'auraient jamais pu atteindre auparavant. Beaucoup d'entreprises sont très sectorielles, localisées, régionalisées. Aujourd'hui, le e-commerce B2B permet de s'étendre et d'accéder à des acheteurs auxquels on n'avait jamais pu avoir accès auparavant. C'est donc aussi une manière d'augmenter son chiffre d'affaires. Forcément, on va aller toucher plus de personnes plus loin. Et la première chose qui est recherchée aujourd'hui, c'est de la visibilité. Bon, la visibilité, évidemment, quand on fait du marketing digital, quand on se met à vendre en ligne, c'est ce qui nous permet mécaniquement derrière d'acquérir de nouveaux clients et d'augmenter son chiffre d'affaires et donc de quelque part de faire de la croissance. Donc, le commerce et le e-commerce est devenu, dans ce qu'on a pu observer, une vraie stratégie pour les entreprises de diversification des canaux de distribution. La crise Covid, elle a fait que accélérer, finalement, elle a été un catalyseur pour la stratégie finalement
de digitalisation, d'ouverture de nouveaux canaux de distribution pour un certain nombre d'entreprises. On avait des entreprises qui étaient déjà prêtes, qui vendaient en ligne. Elles ont quelque part surfé justement sur cette crise pour déployer et augmenter, on va dire, très rapidement leur volume d'affaires sur ce canal de distribution. Et c'est ce que Céline nous a montré dans sa courbe, ce pic finalement qu'on a pu voir, notamment pendant le premier confinement. Et puis après, il y avait toutes les autres entreprises qui pensaient finalement à mettre en place ce type de choses et dont finalement ça a été une forte accélération qu'on observe aujourd'hui, puisqu'on a énormément de sollicitations justement pour venir répondre à ces attentes de ces nouveaux moyens de commercer. Du côté des acheteurs, on observe aussi des choses intéressantes. Comme je vous le partageais, l'acheteur, c'est quelqu'un qui achète pour le compte de son entreprise, mais qui, quand il rentre chez lui le soir ou quand historiquement il achetait auparavant, il achetait pour son compte quand il achetait en ligne. Et on retrouve finalement une exigence dans les habitudes d'achat dans les deux, finalement, que ce soit pour son compte ou pour le compte de son entreprise. Donc, c'est quoi? C'est de la disponibilité, c'est le fait de pouvoir rapidement, finalement, accéder à ses achats et se fournir via ses fournisseurs traditionnels ou des nouveaux types de fournisseurs. C'est aussi de la simplicité et de la continuité dans un parcours client digitalisé. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y aura toujours besoin, finalement, d'une interaction, d'un besoin de relations humaines là-dedans, et surtout quand on se trouve en B2B, puisque on voit que on a des spécificités, on a besoin à un moment donné de contacter, d'être assuré par son fournisseur. Ça peut être de pouvoir personnaliser un devis, par exemple, pour avoir des remises spécifiques. Et ça, on va dire, le e-commerce ne le permet pas toujours. Donc, il y a toujours besoin, on va dire, d'avoir ces interactions. Ou aussi pour bénéficier de conditions de paiement, par exemple, conditions de paiement spécifiques, favorables, qui sont des choses que le B2B connaît bien et est en train aussi de transposer dans la vente en ligne. Et justement, ça fait la transition avec le slide suivant. Puisque donc nous, chez Euler Hermès, évidemment, notre cœur de métier, c'est d'accompagner les entreprises pour les aider à sécuriser leurs transactions quand elles vendent à leurs clients, évidemment toujours en B2B. Et pour la vente en ligne, on a réfléchi pour se dire, OK, avec toutes ces contraintes, est-ce qu'il ne fallait pas développer, avoir un produit spécifique qui puisse nous permettre d'adresser finalement ces nouveaux comportements d'achat? On a mis en place et commercialisé un produit qui s'appelle ShoppingSafe. ShoppingSafe, c'est une solution d'assurance crédit digitalisée qui est disponible alors par API. Une API, c'est quoi? C'est un système de connexion informatique entre deux systèmes qui permet de faire communiquer un site marchand, donc une plateforme de e-commerce, avec le système informatique de délivrance de garantie de Euler Hermès. Le tout se connecte afin finalement d'automatiser toutes les transactions, tous les flux d'informations et d'échanges entre ces deux systèmes informatiques. Comment ça se passe justement quand pour une plateforme qui est assurée, un e-commerçant? C'est le petit schéma que vous voyez là que je vais essayer de vous illustrer. Donc, quand une plateforme e-commerce a donc mis en place la solution ShoppingSafe et qu'un de ses acheteurs vient donc naviguer, se connecter. Alors d'abord, il va évidemment créer son compte client entreprise, donner un certain nombre d'informations pour pouvoir être enregistré sur le site e-commerce. Une fois qu'il va naviguer et composer son panier d'achat, il va arriver, comme on le vit tous quand on achète en ligne, vers une page de paiement. Donc, le moment où on valide sa transaction pour payer finalement son panier d'achat. À ce moment-là, la plateforme e-commerce va nous interroger, donc toujours au travers de ce système d'API que je vous ai décrit, donc ce système de connexion informatique, va nous interroger pour une demande de garantie d'assurance sur cette transaction, et donc en nous donnant en paramètres différentes informations, donc le montant de la transaction, l'identité de l'acheteur et différentes factures qui sera à émettre. Notre moteur de décision, il va pouvoir en temps réel répondre à la plateforme e-commerce si oui ou non on est capable de garantir cette transaction. En fonction de cette réponse, la plateforme va pouvoir proposer, adapter sa page de paiement à son client en lui proposant, si la garantie d'assurance est possible, un paiement différé
dans les conditions de paiement que la plateforme peut proposer, qui sont évidemment encadrées par le régulateur dans le cadre donc, de la LME à 60 jours maximum. Si la garantie d'assurance n'est pas possible, elle lui proposera uniquement du paiement comptant. Donc évidemment, on n'empêche jamais l'acheteur de payer sa transaction, mais on adapte la typologie de paiement qu'on lui propose pour toujours cet e-commerçant, de manière à être rassuré, sécurisé dans le fait que le paiement qu'on propose sera dans tous les cas honoré par l'acheteur, puisque si il y a lieu de paiement différé, il est sécurisé automatiquement par la garantie d'assurance Leclerc Hermès qui a été souscrite. Ce système-là, il permet d'avoir justement de respecter ces codes du e-commerce, puisque pour l'acheteur, lui, tout s'est passé en une fraction de seconde. Cette interrogation, cet aller-retour dans les systèmes informatiques s'est fait instantanément. L'acheteur, il n'a même pas finalement vraiment, on va dire, connaissance de la RMS derrière. C'est vraiment entre la plateforme e-commerce et nous. Et lui, il se voit bénéficier d'une proposition de typologie de paiement qui est la plus adaptée pour lui par rapport à sa relation avec le e-commerçant. Donc, ça, c'est vraiment le système qu'on a dédié pour le e-commerce qui permet d'adapter les mécaniques d'assurance crédit. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi un système qui permet d'automatiser les relations entre la plateforme et nous, ce qui permet de décharger aussi toute la gestion qui parfois peut être manuelle d'un contrat d'assurance crédit avec beaucoup de gestion de credit management qu'on n'a pas le temps de réaliser quand on va en ligne puisqu'on veut des réponses en temps réel au niveau des couvertures pour pouvoir évidemment adresser ces acheteurs avec un parcours digital. Alors, si je passe maintenant sur le slide suivant, je vais vous parler rapidement d'Access Industries. Access Industries, ça a été un de nos premiers clients à utiliser cette solution. C'est un site de vente de matériel de manutention qui est historique puisque c'est un site qui commercialise depuis déjà un bon nombre d'années en ligne, toujours. On a perdu notre intervenant. Céline a un petit mot sur cette expérience client? Vous m'entendez? Céline? Un petit mot sur l'expérience client? Un petit problème technique, excusez-nous. Alors, allez-y Céline. Oui, excusez-moi, je n'arrivais pas à me remettre activer le micro. Mais je laisserai Mickaël, si c'était une expérience positive, bien sûr, c'est expliqué, mais peut-être attendons Mickaël si jamais il revient pour finir ça. Mais entre-temps, peut-être je pourrais prendre quelques questions sur ma partie. Oui, ben, on va poser une question. J'avais une question sur votre partie en attendant que Mickaël revienne. On parle beaucoup de relocalisation. Pensez-vous que ces potentiels de relocalisation auront un impact sur le marché de l'e-commerce? Relocalisation ouais, ça dépend. On parle beaucoup de relocalisation, mais on ne sait pas exactement, c'est pas très clair de quel secteur nous parlons de relocalisation. Mais bien sûr, pour le secteur industriel, nous avons vu avec la crise Covid qu'il est très important d'avoir son fournisseur à côté, de faire confiance et que les choses aillent vite. Donc, bien sûr, en plus de demandes de fournisseurs qui ne soient pas à l'autre bout du monde, en Asie, mais qui soient... Pardon, je suis toujours connectée. Oui, on vous entend. Je suis revenu, je suis désolé, excusez-moi. Ouais, bon, petit souci technique, les aléas du live. Désolé. Merci Céline. Je vais juste finir ma phrase. Du coup, voilà, il y aura l'impact. On voudrait que ces fournisseurs soient de plus en plus proches.
Mais en même temps, il y aura aussi l'impact sur e-commerce, sur B2B. Et on va aller plus vers le e-commerce. Donc, il y aura ces deux tendances qui paraissent un peu peut-être contradictoires, mais qui se rejoignent assez bien parce que ce sera notre nouvelle façon de gérer le risque. Donc, en tournant vers des plateformes e-commerce qui fonctionnent bien, mais aussi en privilégiant les relations fournisseurs qui sont basées sur l'Europe et qui sont plus résilients par rapport aux problèmes d'approvisionnement que nous constatons maintenant. Merci Céline. Alors, Michael, on reprend là sur l'expérience client Access. Oui, merci à vous. Encore désolé. Donc oui, Access Industries, donc c'est un site, comme je le disais, de vente de matériel de manutention qui est un spécialiste de la vente en ligne qui existe environ depuis une dizaine d'années, qui est référencé au niveau de la FEVAD partenaire comme un des principaux sites e-commerce B2B en France. Et c'est très intéressant parce que ils avaient vraiment cette problématique de pouvoir commercer en ligne, mais en même temps de pouvoir répondre au code du B2B et notamment au niveau des paiements, des capacités de paiement qu'ils offraient à leurs acheteurs. Étant en concurrence avec des grands acteurs de ce marché qui, eux, ont des canaux de distribution traditionnels et qui offrent des possibilités de paiement à leurs acheteurs, on va dire classiques du B2B, ils avaient besoin de répondre à ces problématiques. Et en intégrant la solution ShopInSafe, c'est justement quelque chose qu'ils ont retrouvé là-dedans, c'est d'allier à la fois le digital, l'expérience client, le e-commerce avec du traditionnel de comportement de paiement B2B et donc la possibilité finalement de sécuriser les paiements à échéance, les paiements différés qui sont proposés à leurs clients au quotidien, tous les jours, au travers d'une solution comme celle que je vous ai décrite. Très rapidement, le slide suivant vous illustre pour que vous compreniez aussi qu'on va vers des moyens, des fonctionnements qui sont différents aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, quand on discutait avec nos clients assurés crédit, on leur partageait la possibilité de venir nous interroger au travers d'un portail client et de faire des demandes de garantie pour se couvrir finalement contre le risque d'impayé lié à leur poste client dans leur canal de distribution classique traditionnel. Le fait de pouvoir se connecter et de digitaliser cette partie-là fait que ça change complètement le process d'intégration de ce type de solution avec, comme je vous le disais, donc des API qui viennent se connecter, un accompagnement qui est différent puisqu'au lieu de discuter avec finalement des directions financières avec qui on discute toujours évidemment, on discute aussi avec des équipes de développement qui vont intégrer la solution dans les systèmes informatiques. Et donc, il a fallu aussi changer un peu la manière de fonctionner, de détailler notre offre d'assurance qui est maintenant finalement presque plus une page qui décrit du code informatique et les différents appels de garantie en langage informatique. Juste pour vous donner une illustration, parce que je trouve qu'elle est intéressante, si je fais le parallèle avec des acteurs bancaires, par exemple, des grandes solutions de paiement ont émergé il y a maintenant quelques années de ça. Une, pour pas la citer, s'appelle Stripe. Bon, tout le monde beaucoup ont entendu parler. En tout cas, tous ceux qui s'intéressent à la vente en ligne et au fait de pouvoir proposer une page de paiement très facilement à des acheteurs dans la vente en ligne connaissent cette solution-là quand on est un développeur. Et pourquoi est-ce qu'elle a autant de succès aujourd'hui? C'est qu'elle est extrêmement détaillée et facile à intégrer. Aujourd'hui, quand vous demandez à un développeur informatique pourquoi il choisit cette solution-là, il vous dit parce qu'en une demi-journée, je suis capable d'avoir intégré une solution de paiement à mon site e-commerce. Juste pour vous donner aussi un ordre d'idée de la croissance de ce type de start-up qui finalement aujourd'hui sont presque des grandes entreprises ou des grands groupes. Stripe, c'est né à environ une dizaine d'années, pareil, comme solution de paiement. Aujourd'hui, sa valorisation, elle est plus importante que celle de la Société Générale en France. Voilà, donc c'est juste pour vous donner le ratio de croissance de ce type d'entreprise et justement ce qu'ils ont trouvé dans l'expérience client pour finalement répondre à un besoin qui était je veux arriver vite, accéder vite à un marché, pouvoir proposer mes biens et services, qui est le propre de la vente en ligne. Maintenant, si je dois conclure un petit peu sur tout ça dans un dernier slide, prendre un peu de recul, ça serait juste de vous partager que donc oui, on a vu que la vente en ligne, c'était un élément important sur lequel il y avait beaucoup de croissance, sur lequel les entreprises se penchaient aujourd'hui pour accélérer leur stratégie de digitalisation.
C'est une manière d'augmenter son attractivité, ses revenus. On le voit, c'est 20% de panier moyen supplémentaire en valeur et une hausse de 30% du taux de conversion quand on se met à vendre en ligne au travers de son site marchand. C'est aussi donc la digitalisation des process, de pouvoir respecter les codes de la vente en ligne. Donc, ça veut dire d'avoir une solution, quelle qu'elle soit, quelles que soient les solutions qu'on met, que ce soit du paiement, de l'assurance ou d'autres types de solutions qui permettent de garantir le temps réel et de pouvoir répondre finalement aux contraintes des acheteurs. Et évidemment, c'est d'avoir aussi de la visibilité, de la lisibilité sur les différents coûts qu'auront les solutions, puisque au niveau de la vente en ligne, on va traiter de la masse, on va moins faire du sur-mesure et on arrive dans des logiques, même B2B, plus de mass market finalement, où on va évidemment faire très attention à ses marges. Et l'idée, c'est d'avoir des solutions qui permettent de donner de la visibilité sur les coûts. Et c'est aussi ce qu'on a essayé de faire au travers des différentes solutions LRMS qui s'appliquent à la vente en ligne, d'avoir des coûts qui sont très lisibles. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et évidemment, vous êtes les bienvenus si vous avez besoin de plus d'informations sur ces éléments. On sera tout à fait à même de répondre à vos questions à la suite de ce webinaire ou plus tard, évidemment. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jérôme pour la possibilité de cette intervention. Alors, donc, on va poser. Alors, déjà, bravo, parce que c'est un produit tout à fait novateur. C'est vraiment très intéressant, la présentation que vous avez faite. Il y avait une première question, quand même, pour essayer de matérialiser tout ça. Et on avait regardé, c'est-à-dire, que pensez-vous du BNPL? Et vous en direz un mot. Que pensez-vous dans le cadre du B2B? Alors, c'est une très bonne question et c'est vrai que le BNPL, c'est vraiment quelque chose qui arrive de manière très forte dans le B2B, qui vient du B2C. Alors, BNPL, c'est pour Buy Now, Pay Later. Donc, en soi, on réinvente rien, c'est juste une manière pour un acheteur de venir accéder à un bien tout en le payant plus tard. C'est des choses auxquelles qu'on connaît tous en tant que particulier. On voit des solutions émerger et accélérer très très rapidement sur le marché, que ce soit des startups ou des plus grands groupes qui viennent proposer ce type de solutions. Le BNPL, c'est trois propositions de valeur en une en fait. D'abord, c'est une solution de paiement. C'est une nouvelle manière de payer ses achats en ligne. Mais pour le marchand, pour l'e-commerçant, c'est aussi une manière d'intégrer à la fois donc du paiement, du financement et de l'assurance. C'est-à-dire que lui, il va pouvoir, au travers de cette solution, proposer un crédit à son acheteur. Au moment où le crédit est accordé, il sait qu'il est sécurisé puisqu'il y a une garantie d'assurance qui automatiquement couvre la transaction. Et en plus de ça, il y aura un établissement de crédit qui va venir le financer, c'est-à-dire qu'il va pouvoir finalement travailler sur son BFR pour se faire financer sa transaction et ne pas supporter le coût du crédit sur sa trésorerie. Tout ça, ça existe déjà, sauf que pour le faire aujourd'hui, il faut aller voir trois acteurs différents, une banque, un assureur et un factor. Demain, ça sera possible en allant voir un seul acteur qui vous proposera finalement cette solution de manière packagée. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on voit arriver de manière de plus en plus forte sur le marché du B2B et sur lequel, évidemment, on est très attentif pour voir l'émergence de ce type de solution. Mais LR va aller vers le BNPL lui-même ou pas? Alors, on y est déjà d'une certaine manière, puisque on est capable de garantir ce type de transaction. Donc, quelque part, le pied dedans, évidemment, on l'a déjà de manière mécanique. Après, c'est comment, évidemment, on va s'intégrer, puisque nous, ce qu'on veut, c'est être le plus rapide à intégrer pour nos clients, le plus facile et le plus fluide dans le parcours client. Donc, on réfléchit en effet comment demain on va pouvoir s'intégrer, packager peut-être une solution plus globale de BNPL. Alors, une autre question, quelle mutation du commerce B2B pensez-vous voir arriver dans les prochaines années si on se projette un peu? Je laisse Céline, tu veux répondre à la question? Ou c'est pour moi? Non, vas-y.
s'il y a besoin. Non, vas-y, vas-y. Ok. Le commerce B2B, de ce qu'on observe aujourd'hui, il va faire que s'accroître, il va prendre de plus en plus de place dans les entreprises qui vont finalement trouver des relais de croissance et d'optimisation de leurs coûts aussi au travers de ce type au travers de ce canal de distribution. C'est une manière de s'étendre aussi. Donc, il y a à la fois la stratégie des entreprises qui vont aller de plus en plus dans ce sens-là, mais ça va aussi avec la digitalisation des systèmes informatiques internes des entreprises. Et puis, il y a toutes les solutions sur le marché qui vont de plus en plus se développer pour répondre à ces contraintes. Le BNPL en est une. Les solutions digitalisées, finalement, que ce soit de paiement, d'assurance, vont aussi faire accélérer cette partie-là. Donc oui, nous, on prévoit vraiment un bel avenir. Comme l'a dit Céline, les choses, on le voit, se sont ancrées, que ce soit du côté des comportements des acheteurs qui, aujourd'hui, ont de plus en plus de facilité d'aller acheter en ligne pour le compte de leurs entreprises, et pour les entreprises qui, une fois qu'elles ont évidemment ouvert leur site de vente en ligne et commencé à distribuer leurs produits sur ce canal-là, ne vont pas s'arrêter, ne vont faire que, on va dire, accélérer sur cette partie-là. Merci. Alors, une dernière question pour Céline, cette fois-ci. Pensez-vous… Excusez-moi, juste pour compléter aussi ce que Oui. Michael vient de dire. Je suis tout à fait d'accord, il y aura une accélération, mais aussi il y aura une plus forte concurrence internationale avec tous les pays émergents de l'Afrique du Nord. Moi, je suis d'origine turque, je vois ce qui se passe en Turquie, en Égypte. Ce sont des acteurs qui s'y mettent pour la première fois avec un peu de retard. Donc, d'ici quelques années, attendez-vous aussi à une plus forte concurrence internationale qui nous poussera aussi en tant qu'assureur à offrir des solutions qui intègrent l'internationalisation du marché vers des géographies auxquelles on n'a pas trop l'habitude de couvrir aussi. Alors, dernière question, pensez-vous que les entreprises du e-commerce vivent les mêmes cycles économiques que les autres entreprises ou semblent-elles plus résistantes que les autres? Oui, non. Le même cycle, bien sûr, la demande augmente, donc les affaires vont bien. C'est ce que je montrais dans le graphe de tout à l'heure. La croissance de B2B s'était un peu décélérée parce que tout court, nous avons eu une contraction de 8% d'activité. Donc, il y a bien sûr un élément cyclique, mais l'autre élément, c'est la substitution. Ça me permet de gratter des parts de marché, ça permet quand les entreprises sont fermées, ça permet de canaliser cette demande vers B2B. Et comme Michael aussi vient de dire, ça va durer pour les administrations publiques, ça aura des conséquences, le Covid aura des conséquences assez structurantes sur le procurement des entreprises, des besoins des écoles, des administrations, tout ça, ça va se faire au niveau B2B et qui sera bien sûr plus déconnecté du cycle parce que les besoins de l'administration sont assez constants. Donc, les deux effets vont coexister, à mon avis. Merci. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup Céline et Michael d'y avoir participé. On a appris beaucoup de choses et c'est vraiment très, très intéressant. Je pense que là, il y a pas mal de choses à réfléchir et à aller. J'invite en tout cas ceux qui nous écoutent à poser des questions à Euler plus en détail s'ils veulent développer ce type de process, qu'ils n'hésitent pas. Donc, merci à nos intervenants. Et à vous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous remercie. Je vous rappelle nos assises nationales qui auront lieu le 26 octobre au siège du MEDEF, où vous aurez beaucoup d'informations, des tables rondes, enfin des choses très intéressantes à entendre sur l'évolution des délais de paiement, sur l'environnement des entreprises également, et qui seront tout à fait instructives pour vous. Voilà, nous arrivons au bout. Eh bien, je voulais vous souhaiter une très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.